Bon, eh bien, il est l'heure, nous allons commencer. Bonjour mes amis, je vous accueille dans ce webinaire auquel vous devez maintenant être habitués, hein, qui concerne cette fois-ci un sujet qui est à la fois technique et moins technique, qui est celui des certificats payants, pas payants. Est-ce qu'on n'a pas été grugé d'une manière honteuse depuis des années sur ce sujet? Ce que l'on pourrait d'ailleurs imaginer avec l'arrivée donc d'un partenaire depuis 2014, 2014-2015 on va dire, qui est Let's Encrypt. Et donc, c'est vrai que les questions se posent sur ce sujet, et comme d'habitude chez Le Marçon, je vais être un tout petit peu iconoclaste pour resituer le sujet, le problème, à qui on a affaire, les risques que nous prenons, etc. Alors, comme d'habitude, donc je vais partager mon écran si vous le voulez bien. Donc, normalement, vous allez voir la présentation maintenant. Donc, l'idée, c'est bien parler donc de la fin de, bon, c'est un peu provocateur évidemment, hein, la fin du scandale donc des certificats payants. Comme je vous le montrerai un peu plus loin, cette affaire des certificats me fait penser à celle des hébergements, de l'hébergement des sites internet. Vous savez, il y a quelques années, pour héberger un simple site statique, on faisait payer des prix qui étaient absolument exorbitants, et à la limite, vu la nouveauté du sujet, ça paraissait assez normal. Aujourd'hui, hein, comme je l'ai déjà dit lors des webinaires précédents, ça ne coûte pratiquement plus rien. Eh bien, je pense que le certificat, c'est un petit peu la même chose. Il y a eu une période pendant laquelle on nous a fait payer des certificats SSL TLS à des prix absolument énormes, jusqu'à plusieurs milliers donc de dollars et d'euros, ce qui était, à mon sens, pas tout à fait justifié. Et c'est vrai que l'arrivée dans le paysage de Let's Encrypt a donc complètement, au moins, changé la donne et également posé des questions. Est-ce qu'on ne s'est pas fait gruger pendant des années? Est-ce qu'il faut donc payer un certificat donc SSL? Alors, le sommaire que nous allons suivre, hein, globalement, va être le suivant. On ne peut pas, si vous voulez, parler de certificat, et c'est l'objectif que j'ai dans ce webinaire, sans rappeler ce qu'est la notion d'identité, qui est propriétaire donc, de l'identité. Le fait que l'identité numérique, ce qui m'inquiète énormément, nous échappe aujourd'hui avec les GAFAM, c'est très inquiétant. Ne pas confondre l'attribution d'un certificat avec son usage. L'attribution d'un certificat, ce n'est pas du tout ce que l'on va en faire après. Le SSL-TLS, c'est une manière d'utiliser un certificat. Par contre, l'attribution d'un certificat, comme le fait Let's Encrypt ou d'autres systèmes, ça c'est autre chose. Alors, de quoi va être constituée la norme qui aujourd'hui est prépondérante hein, en matière de certificat, qui est la norme X509, qui existe depuis la fin des années 80. C'est donc pas du tout nouveau. À quoi ça sert un certificat, hein, notre passeport numérique? Et on va regarder à quoi correspondent les architectures dites PKI à clé publique, qui attribue les certificats. Moi, je pense que cela ne peut plus être au niveau le plus élevé, parce que tout ça, c'est une chaîne, une structure privée. Je pense qu'il va falloir quand même faire un tout petit peu le ménage là-dedans. On va expliquer que quand même, il y a eu quelques rachats et fusions quand même qui nous ont gênés depuis quelques temps. Celui donc en particulier de VeriSign et puis celui après donc de Symantec. Et puis c'est l'arrivée de Let's Encrypt, qui est donc un trublion qui se met donc à dire je vous mets à votre disposition des certificats, voire même le même certificat générique pour tous vos sous-domaines, parfait, et en plus vous ne payez rien. Alors évidemment, c'est vraiment le trublion, c'est une catastrophe pour tous ceux qui faisaient payer quelque chose avant. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans l'avenir, plus jamais les choses seront comme avant. Il y a eu Let's Encrypt, et puis il y aura après, et on ne paiera plus, tout au moins, on paiera des sommes qui seront beaucoup plus normales, et c'est en cela, chers amis, que ça ressemble beaucoup à cette affaire d'hébergement. Et on verra ce qu'il pourra en être donc dans le futur. Alors je voudrais, si vous voulez, je crois qu'il est important de rappeler un peu de quoi on parle. Parce que dans ce domaine, on dit souvent n'importe quoi, et on confond les notions d'entité, d'identifiant, etc. Je crois qu'il est important de rappeler de manière précise
De quoi il s'agit? Une entité. C'est une personne physique ou morale. C'est une organisation, c'est une entreprise. Ça peut être une ressource, un matériel informatique, ça peut être une application ou un groupe d'entités individuelles. Et ça, c'est l'entité. C'est un employé, ça peut être un partenaire professionnel, ça peut être un fournisseur susceptible de jouer un rôle dans l'entreprise, ça peut être aussi vos clients. Et donc, une entité peut posséder plusieurs identités numériques, donc qui va dépendre bien sûr de l'environnement. Alors, ce qu'on va appeler les credentials, ce sont des informations qui peuvent être utilisées pour authentifier une entité. Ça peut être des attributs, certains attributs ou le regroupement d'attributs qui vont constituer ce qu'on appellera donc les credentials. Ça, c'est l'entité. C'est la chose, entre guillemets, à qui on va attribuer donc une identité. Cette identité, c'est quoi? Eh bien, c'est l'ensemble des caractéristiques par lesquelles une entité va être connue et reconnue. Donc, des attributs pourront être définis. Par exemple, ça sera le nom, le prénom ou simplement le nom. Son état de l'identité, ça peut être un état suspendu, actif, ancien, un niveau de confidentialité. Si c'est quelqu'un avec qui on aura des relations qui seront confidentielles, eh bien, il faudra savoir. Et ça pourra faire partie donc de l'identité. Ça pourra être l'adresse, la notoriété ou des informations, et c'est là où les choses changent beaucoup aujourd'hui, des informations biométriques. Alors, les empreintes digitales, la forme du visage, la géométrie du visage, la voix, etc., qui maintenant font partie des informations que l'on peut enregistrer dans une identité. Eh bien, quant à l'identifiant, ça c'est très important. Ceux qui travaillent dans le monde de l'identité savent que c'est essentiel. L'identifiant, en fait, c'est le pivot de tout le montage. Vous voyez, par exemple, je veux attribuer un droit d'accès à la comptabilité. Je demande à la comptabilité, est-ce que vous pouvez donner un droit d'accès à cet utilisateur que je vais donc répertorier par son identifiant. Vous voyez, pas par son mot de passe ou par son identifiant login, non, non, par son identifiant. C'est donc quelque chose qui est essentiel. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur le sujet en disant qu'on est quand même relativement bloqué aujourd'hui parce qu'on ne peut pas utiliser n'importe quoi pour ça, mais l'idéal, ça serait par exemple un numéro de sécurité sociale. Mais dans la plupart des pays, donc, ce n'est pas possible. Donc, on l'utilise parfois à tort. Alors ça, c'est une erreur absolue. On va utiliser l'adresse courriel parce qu'au moins, on est certain qu'elle est unique. Il n'y a une seule personne ou une seule entité donc, qui va recevoir donc, cette adresse courriel. Bon. Une entité, donc, je vous l'ai dit, peut être représentée par plusieurs identifiants. Alors, il y a un point qui me paraît essentiel. Moi, je milite d'une manière un petit peu exagérée, je reconnais, mais c'est pour la beauté de la chose. Je pense que notre identité nous appartient en partie. On peut la sous-traiter, très bien. On peut la confier à des organismes tiers. On peut le faire gratuitement ou moyennant rémunération, très bien. Mais jamais sans notre consentement. Le certificat, ça fait partie de mon identité. Et je ne veux pas, quand je dis je ne voudrais pas qu'on puisse l'utiliser sans me prévenir. Et je ne veux pas être un objet entre les gens qui attribuent donc, des certificats, et en particulier dans la chaîne d'attribution, donc les fameux certificats intermédiaires qui remontent jusqu'au certificat racine. Je ne veux pas être un objet là-dedans, le jouer entre leurs mains. Je veux savoir exactement ce qui se passe. Moi, je pense qu'il faut arrêter de plaisanter avec tout ça. Le certificat est quelque chose qui va vraiment être essentiel. Alors, deux points qui me paraissent gênants maintenant, et c'est pour ça qu'on met l'emphase sur ces problèmes d'identité. L'identité numérique, on a eu l'occasion de le dire, c'est quelque chose qui est en train de se construire à notre insu. Alors, j'ai indiqué ici un certain nombre d'éléments qu'on récupère à notre insu, bien sûr sans nous rémunérer pour ça, mais sans nous le dire. Nos caractéristiques physiques. Et pourtant, c'est quelque chose qui n'est pas forcément autorisé. Les coordonnées, nos coordonnées, les certificats dont je vais parler maintenant, tous les contenus et publications, c'est-à-dire les goûts dans tous les domaines, mes goûts en littérature, dans le sport, en musique, les films, etc. Les contenus d'expression, c'est-à-dire les choix politiques, ça ne regarde que moi. Les choix religieux,
les choix donc, sociétaux. Je fais des choix sociétaux sur des domaines extrêmement importants, hein, et que les personnes donc, expriment dans quoi? Dans des blogs, dans des articles, dans des vidéos, dans des podcasts, etc. Et ça, tout ça, c'est récupéré. Vous avez également des avis sur les produits et prestations, les passions qui peuvent être les miennes, hein, les contenus de discussion que je peux avoir avec le clavardage, comme disent nos amis québécois, le chat, donc entre des fans et des communautés d'intérêt, mais ça ne regarde que nous. Hein, je ne vois pas pourquoi on irait récupérer ça. Les habitudes de consommation, des avis, des suivis de discussion, la visibilité professionnelle, tout ce qui apparaît donc dans les réseaux sociaux, qui pourrait donc caractériser ma carrière professionnelle, que je veux mettre en évidence. Mais également le transfert sur un avatar. Vous savez, le fait qu'on se fait représenter par Brad Pitt, une image de Brad Pitt, c'est pas neutre. Hein. C'est sans doute qu'il y a quelque chose qui ne va pas très bien quelque part et qu'on voudrait bien améliorer, entre guillemets, l'ordinaire. Bon, etc. La réputation, les communautés, les audiences, tout ceci constitue notre identité numérique. Et je ne veux pas que cette identité soit galvaudée et que l'on puisse véhiculer donc des informations sur le fait que je suis de religion musulmane, catholique ou autre, et que j'ai vécu au Sénégal. Non, ça ne regarde que moi. Or, malheureusement, aujourd'hui, on va donc y venir un peu plus loin, hein, les GAFAM, ça me... Donc les fameux GAFAM, hein, les 5 avec Microsoft, Google, Amazon, donc Facebook et puis Apple, font un usage de ces informations qui ne me paraît pas souhaitable. Alors évidemment, c'est des monstres économiques aujourd'hui, donc ce n'est pas une personne dans son coin ou une petite entreprise qui pourra dire « je ne veux pas ». Mais c'est quand même inadmissible. Et je trouve que les réglementations qui apparaissent aujourd'hui, telles que GDPR en Europe, même si c'est un peu cautérisé une jambe de bois, vous savez, c'est quand même des bonnes idées. Essayer quand même de protéger les individus au maximum. En plus donc, de ces informations qui sont galvaudées, il y a déjà un problème, c'est que nous avons déjà une identité numérique dans les réseaux sociaux. Vous allez dans Facebook, vous avez une identité, dans LinkedIn, dans Twitter et dans les autres. Or, aujourd'hui, dans les procédures de connexion, elle a tendance à être imposée sous prétexte donc de simplicité. Alors, on n'a pas la main sur les règles de sécurité qui sont appliquées. Alors, bien entendu, je n'imagine pas que les GAFAM font n'importe quoi dans ce domaine, évidemment non. Mais ce n'est pas moi qui tiens les règles. Et donc, ça nous gêne beaucoup dans la mesure où ce sont des informations qui me concernent. Le risque, alors il est lié, c'est vrai, à la faiblesse des protections qui pourraient exister. Il y a déjà eu des exemples quand même. Et puis, ça peut donner lieu donc à un harcèlement commercial extrêmement désagréable. Hein. Alors, je trouve que c'est inadmissible, mais c'est imparable dans le futur. Pratiquement la plupart des sites ou des applications aujourd'hui, on vous demande est-ce que je peux me connecter avec mon identifiant, donc mon fameux BYOID, qui m'est fourni par Facebook ou par Twitter. Alors, déjà, je trouvais que le BYOD, c'est une erreur colossale, mais alors le BYOID, c'est encore bien pire. Je pense que les personnes qui sont parmi vous, eh bien, vous avez en partie, bon, probablement, donc, de mon avis. Alors, il y a quand même une chose intéressante actuellement, et que l'on doit d'ailleurs en partie donc, à un dénommé Christopher Allen, c'est ce qu'on appelle l'identité souveraine. Alors, ça correspond exactement à ce que je viens de dire à l'instant. L'identité souveraine, c'est un modèle d'identité numérique qui permet à toute personne ou organisation de garder le contrôle total de son identité et d'être indépendant des intermédiaires. Elle est sûre, sécurisée, portable et ne peut pas être modifiée ou supprimée sans notre accord. Alors, Christopher Allen a publié donc 10 principes à respecter que j'apprécie, que je trouve sont très bons. Et d'ailleurs, vous remarquerez que pour certains d'entre eux, on retrouve des éléments que vous avez, mettons, dans GDPR, hein, la protection des données individuelles des personnes. Alors, ces 10 principes, c'est quoi? C'est l'existence. Les utilisateurs doivent avoir une existence indépendante et l'identité numérique est un sous-ensemble accepté de l'identité, cette fois-ci avec un grand I. Contrôle. Les utilisateurs doivent pouvoir contrôler leur identité. L'accès.
Les utilisateurs doivent pouvoir accéder à leurs propres données et avoir le droit de les contrôler, de les modifier. Rien n'est caché, il n'y aura aucun filtrage. La transparence. Les systèmes et les algorithmes doivent être transparents. En général, ils seront open source et indépendants de toute contrainte propriétaire et architecturale, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et ce qui va s'aggraver, à mon avis, dans le futur. Persistance. Les identités seront persistantes. Les clés et les données peuvent changer, mais l'identité, elle doit persister. La portabilité. Eh bien, la portabilité des informations et des services relatifs à l'identité doivent être transportables. Il ne doit y avoir aucun blocage à leur transport. Or ça, aujourd'hui, pardonnez-moi, mais c'est quand même de la bouteille à l'encre. C'est évident. L'interopérabilité, les identités doivent être largement exploitables dans différents contextes. Le consentement, la minimisation, qui est la divulgation des informations qui doit être limitée, et si c'est nécessaire, ne porter que sur un volume de caractéristiques donc réduit, et la protection, les droits des usagers doivent être protégés. Ça, c'est l'identité souveraine. On peut toujours rêver, on peut toujours rêver. Mais reconnaissez quand même qu'il y a aujourd'hui un mouvement qui se fait jour dans le monde pour essayer quand même de mettre le holà à quelques pratiques qui ne sont pas acceptables et qui peuvent entraîner des catastrophes. Vous voyez, des gens ont eu ces temps-ci donc le Covid-19, le coronavirus, ça ne concerne pas mon futur employeur. Après tout, je suis guéri, donc il n'y a pas de problème. Beaucoup d'informations, à mon sens, n'ont pas à être publiées n'importe où. Bon, alors ce premier point, vous voyez, donc faire l'état un petit peu de ce qu'est l'identité. On va maintenant parler de la norme X509. La norme X509 qui est donc la norme essentielle donc, qui régit les fameux certificats. Alors d'abord, on a un peu tendance à dire, et ça c'est une erreur, pardonnez-moi, on est en direct. Ah, ça c'est vraiment le... C'est mieux les podcasts, c'est enregistré, on peut couper après. Donc, les certificats répondent à une norme qui est la norme X509. Et on a un peu tendance à dire qu'il n'y a que les certificats de type SSL-TLS qui existent et qui correspondent à la norme X509. Ce n'est pas vrai du tout. Les certificats, il y en a un grand nombre. Et je vous ai mis ici, vous pouvez même, si vous voulez, créer le vôtre. Et je vous conseille, alors si ça vous intéresse, et pourquoi pas, il y a parmi vous des organisations qui sont des organisations très importantes. Et pourquoi ne pas imaginer votre propre certificat avec, pourquoi pas, derrière une architecture de blockchain pour garantir que la diffusion donc, de ces certificats, la connaissance de ces certificats soit bien maintenue par un groupe piloté par une blockchain. Et ça commence à venir, ça. Bon, donc vous pouvez très bien le faire. Il n'y a donc pas que les certificats TLS. Le TLS, c'est donc le protocole qui a remplacé donc SSL, qui était vraiment une passoire. C'était vraiment l'exercice numéro 1 quand on entre dans une université, pénétrer une session SSL. Donc maintenant, on a remplacé ça par TLS. C'est un petit peu plus sécurisé, encore que tout n'est pas parfait. Alors, il y a d'autres types de certificats. Je vous en ai mis quelques exemples ici. Vous avez par exemple ACCESS, ça c'est donc l'administration américaine, accès sécurisé en ligne aux informations et aux services administratifs fédéraux américains. Vous avez par exemple le ECA, là c'est le ministère américain de la Défense qui permet aux sous-traitants et à toute personne de communiquer et de s'authentifier auprès de ces serveurs avec les certificats ECA. Vous avez des certificats de type périphérique IoTT qui sont utilisés pour des périphériques qui ne sont pas des serveurs, pour faire du chiffrement, de la signature, de l'authentification. Vous avez des certificats dits IGC qui sont compatibles avec les exigences de la FBCA, donc l'autorité fédérale américaine, pour établir une relation de confiance entre le public et les administrations fédérales. Ça ressemble un petit peu à ce que l'on a vu auparavant. Les certificats SMIM, que bien sûr je ne vais pas vous présenter, que vous connaissez par cœur. Les certificats Trust ID, qui garantissent l'identité des individus et des entreprises, transactions et relations du business, c'est une autre forme. Et vous avez aussi les certificats Trust Network qui sont utilisés, par exemple,
par les banques pour s'authentifier, authentifier donc les discussions avec leurs clients. Et je vous l'ai dit, rien ne vous empêche de créer votre propre architecture donc, de certificat vous-même. Je pense que vous n'allez pas déroger on va dire, du cadre X509 qui a un avantage, c'est que dans la description d'un certificat X509, vous avez une zone qui est une zone d'option. Donc, à la limite, si il y a quelque chose qui ne vous convient pas, vous avez toujours la possibilité d'ajouter des choses qui seront vous personnaliser, disons, caractériser un peu mieux ce que vous êtes. Donc, vous ne sortirez pas, on va dire, du cadre X509. Alors, c'est quoi ce machin-là? Le machin certificat, c'est quoi? C'est donc, on va dire, un fichier numérique qui a été créé, c'était en 1988. Donc, vous voyez, ce n'est pas nouveau, hein, qui est utilisé pour faire plein de choses. Pour identifier un site, pour identifier une personne, ou n'importe quelle entité, mais aussi pour chiffrer des données confidentielles. Dans le cadre de SSL TLS, on va chiffrer les données de manière à garantir la confidentialité des données qui sont émises entre un serveur et un client. Mais on peut utiliser aussi le certificat pour identifier le service auprès duquel je vais me connecter. Voyez, alors, c'est utilisé pour plein de choses très très différentes, même pour faire de l'horodatage. Vous voyez, comme on doit apporter la preuve dans une relation de e-business avec dématérialisation des opérations, je dois bien souvent horodater les opérations. Eh bien, ça me permettra de le faire, c'est encore un usage des certificats. Bien. Un certificat, globalement, un certificat ISO 509 est caractérisé par les éléments que vous voyez sur votre écran, hein, un numéro de version. Alors, vous le voyez sur un exemple qui est ici à droite, un numéro de version, vous avez un numéro de série, vous avez l'algorithme qui va permettre au fournisseur du certificat de signer le certificat. L'algorithme, donc il y en a un certain nombre hein, qui existent aujourd'hui. Vous avez également le DN. Le DN, donc ça c'est une expression LDAP. Pour ceux qui connaissent les annuaires LDAP, vous savez qu'on a dans ce qu'on appelle le DIT, donc l'arbre de désignation de l'organisation, vous avez des espèces de mnémoniques comme DN, pour non distingué, si vous voulez, en français, ou pour OU, unité organisationnelle, ou pour SN, surname. Vous avez des mots, des mnémoniques qui vous définissent quelque chose qui appartient donc à un annuaire LDAP. Et ici, ce qu'on utilise dans une description donc, de type certificat X509, c'est tout à fait ça. Et là, ici, c'est le nom DN de celui qui va délivrer le certificat. Ce qui est essentiel, puisque quand je ferai un contrôle, après vous allez voir, je vais aller chercher la clé publique du certificateur. Mais encore faut-il que je sache qui il est. Voyez, donc le DN. Les dates de validité que vous connaissez bien, parce que assez souvent, ça nous arrive de vous retrouver devant l'impasse dans laquelle on me dit, vous vous connectez sur un serveur, mais attention, ce serveur, il n'a plus un certificat valable. Au fond, c'est à vos risques et périls si vous voulez vous connecter. Pas avant, pas après. L'objet, pareil, le DN, donc LDAP de l'objet du certificat, pourquoi il est fait, hein, un certain nombre d'informations sur la clé publique qui apparaît ici, on la voit, hein, c'est un algorithme qui est donc, c'est une clé publique qui a été faite par de type RSA, ici, vous voyez, on la voit à droite. Vous avez également la clé publique qui est juste en dessous, donc qui est affecté donc à ce certificat. Vous avez l'identifiant unique du signataire, identifiant. Alors là, c'est depuis la version X509, la version 2, hein, un peu plus récente. Et puis, vous avez donc des extensions, comme je vous l'ai dit, qui vous permettent de personnaliser votre certificat. Et en dessous, eh bien, vous avez la signature du certificat. Alors, comment ça fonctionne? Pas compliqué. Le certificateur, il est équipé d'une clé privée, une clé publique. La clé privée est secrète, la clé publique, elle est visible de tout le monde. La preuve, je la vois ici. Par contre, la clé privée, je ne la vois pas dans le certificat. Quand je veux vérifier quelque chose, eh bien, ce que veut faire le certificateur, il prend le certificat et il le signe avec sa clé privée à lui. Il le signe avec sa clé privée. Et cette signature, c'est ce qui apparaît ici en bas. Mais vous n'avez pas la clé privée. Et vous allez voir que pour déchiffrer, pour vérifier que le certificat est correct et que les choses sont passées normalement, on va utiliser
la clé publique du certificateur pour faire des contrôles. Bon, voilà à quoi correspond donc un certificat. Et je vous l'ai dit, ce qui est très important, c'est que vous avez une zone là-dedans qui est une zone d'option qui vous permet donc, on va dire, dans la norme X509, qui vous permet donc de caractériser votre personnalité, ce que vous voulez faire avec votre certificat. Ça, c'est vraiment important. C'est vrai qu'on s'en sert beaucoup aujourd'hui. Alors, les certificats SSL-TLS, ce sont des certificats qui sont donc destinés à sécuriser les communications qu'il y a entre un serveur et vous-même. Et maintenant, c'est une obligation puisque Google a dit qu'il ne voulait plus indexer les serveurs qui ne sont pas accessibles en HTTPS. Ça correspond en fait au protocole HTTPS. Alors, c'est une manière donc de confidentialiser, on va dire, les choses. Alors, ce qui est important là-dedans, et c'est pour ça que ça nous amène progressivement donc, au monde de Let Encrypt, il y a 3 formes de certificats. Vous avez un certificat dit DV, qui correspond d'ailleurs à Let Encrypt. Vous avez OV et vous avez EV. Ça monte, on va dire, en complexité. DV, n'importe qui peut en obtenir un. Il suffit de faire une demande et d'avoir une adresse courriel valide sur un nom de domaine, sur le nom du domaine donc, à certifier. Bon, ça suffit. Il n'y a pas d'enquête et ça coûte très peu cher. OV, c'est un certificat qui, lui, nécessite un certain nombre de vérifications qui peuvent demander quelques jours. D'ailleurs, ces quelques jours sont l'objet des critiques parce qu'on dit que c'est trop long à obtenir. Il faut quand même avoir le temps de faire les vérifications. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui utilisent les certificats OV. Les certificats EV, donc le E pour Extend, là, c'est pas pareil. Ils induisent une véritable enquête. Et quand vous demandez un certificat, donc TLS aujourd'hui, EV, comme les banques, hein, c'est typiquement donc les clients, hein, là, elles vont faire une véritable enquête qui peut prendre jusqu'à 1 mois. Et pendant lequel ils vont tout contrôler. Ils vont s'assurer de l'existence légale, physique et opérationnelle donc de l'entreprise. Elle vérifiera l'exactitude des informations qui ont été transmises. Il vérifiera le droit exclusif du client à utiliser le nom de domaine. Et il va s'assurer que la demande est réelle et n'a pas été émise par un plaisanteur dans son coin au nom de sa firme. Et donc, ça prend du temps. Alors, bien entendu, ça prend du temps, donc ça se paye. Et ça se paiera beaucoup plus cher. Donc, ça se payait beaucoup plus cher. Les certificats Let's Encrypt sont des certificats de bas de gamme. On le verra. L'avantage de ces certificats, c'est qu'ils sont très faciles à installer et surtout, on peut automatiser le renouvellement de ces certificats. Et on n'est pas tout le temps en train de se demander qu'est-ce qui va m'arriver, mon certificat est obsolète, qu'est-ce qui se passe, on ne peut plus se connecter. Ce qui n'est pas vrai. Ce sont des certificats qui sont renouvelables tous les 3 mois, puisqu'ils ne durent que 3 mois, mais ce sont des certificats de bas de gamme et qui en plus ont le gros avantage d'être gratuits. Évidemment, si je suis une banque, donc j'aurais besoin d'un EV, encore que beaucoup d'entreprises se contentent donc d'un EV. Alors, la vérification du certificat, ça ne durera pas éternellement, dans quelques semaines, ça sera terminé. On s'aperçoit du niveau, on va dire, de validité du certificat à la couleur du petit cadenas qui se trouve en haut, vous voyez ici sur votre écran, enfin plutôt ici en bas sur votre écran, la couleur alors si c'est vert, ça veut dire que c'est un certificat qui est très avancé. Voyez. Alors, ça va disparaître bientôt. Il y a d'autres solutions qui vont être envisagées maintenant, mais c'est en tout cas comme ça que jusqu'à maintenant, on faisait pour les distinguer. Alors, les prix des certificats, ce qui donc est contestable, et ça correspond aux propos que j'ai avec vous aujourd'hui, en gros, c'est à peu près de $10 à $4000 par an. Le prédateur qui vend ça à $4000 par an, c'est Dragon. Il y en a même qui faisaient payer encore ça plus cher. Je pense que ça n'a plus de sens aujourd'hui et c'est pour ça qu'on va arriver donc à Let's Encrypt maintenant. Alors, il y a une chose sur laquelle je voudrais insister parce qu'il faut bien comprendre de quoi il s'agit, c'est que quand vous êtes connecté à un serveur qui a un certificat SSL-TLS, en fait, c'est plus complexe que ça n'y paraît. En réalité, vous vous connectez,
Mais en fait, vous allez suivre une chaîne d'approbation des certificats. Vous avez un navigateur. Parce que là, on parle donc de SSL-TLS, on est donc sur Internet dans nos navigateurs ou sur des applications avec un client browser. Dans votre navigateur, vous avez une liste des certificats qui sont autorisés, en particulier la liste des certificats Racine. Alors, il y a 3 types de certificats. Il y a le certificat Racine. Aujourd'hui, il y en a à peu près entre 150 et 200 qui sont l'aboutissement finalement des contrôles. Vous avez des certificats intermédiaires qui sont ajoutés pour un certain nombre de raisons. Et puis, vous avez, in fine, chez vous, vous vous connectez à un serveur qui aura donc un certificat. Quand vous allez vous connecter à ce serveur, eh bien, vous allez donc contrôler son certificat. Mais le certificat, il a été fourni par des prestataires intermédiaires. Et celui, l'avant-dernier, son certificat est produit par un prestataire qui a fourni un certificat Racine. Donc, c'est une chaîne d'approbation. Et comment ça se passe? Eh bien, c'est pas compliqué. Prenons en tout cas le cas du serveur. Vous prenez le certificat du serveur, enfin, c'est votre logiciel qui fait ça. Hein. Vous prenez le certificat du serveur et vous voyez donc le certificat. Vous avez en bas la signature. La signature, rappelez-vous, qui a été obtenue en chiffrant la totalité du certificat, bien sûr, moins la signature, hein, la totalité du certificat avec la clé privée du certificateur, qui est ici, au premier niveau, c'est un certificateur intermédiaire. Bien. Donc, ce que je vais faire, eh bien, je prends la signature et je vais la déchiffrer avec la clé publique du certificateur. Puis elle est accessible, justement, et j'ai dans le certificat, j'ai l'adresse URL où je peux la retrouver. Donc, je vais déchiffrer la signature avec la clé privée et j'obtiens une succession binaire que je mets de côté. Ce que je fais ensuite, eh bien, je reprends le certificat et je recalcule la signature en utilisant le même algorithme que j'ai utilisé, que le certificateur a utilisé, SHA1, SHA2, MD5, tout ce que vous voulez. MD5, c'est un peu ancien maintenant. Et donc, je vais chiffrer et je vais obtenir une signature. Je vais contrôler les deux. Le déchiffrement de la signature du certificateur et celle que j'obtiens directement. Si c'est pareil, c'est que j'ai affaire au bon certificat intermédiaire et j'ai affaire au bon certificateur. Et ça remonte comme ça. Et chaque certificat est donc validé par le niveau supérieur. Et on arrive comme ça au bout, tout en haut, on arrive le dernier certificateur intermédiaire, lui, il va donc faire vérifier son certificat par celui qui fournit le certificat Racine. Je vous dis, là, on est au sommet de l'arborescence. Ouais, c'est ça. C'est pas bien compliqué, hein, simplement, c'est une chaîne. Et ce que je regrette un peu, c'est qu'au fond, beaucoup de gens utilisent aujourd'hui ces techniques sans forcément avoir une idée bien précise de ce qui se passe. Bon, c'était intéressant donc de le rappeler. Alors, ces fameux certificats Racine, donc c'est le sommet de la chaîne de validation. Vous en avez ici un certain nombre, hein, à peu près, en gros, 200 actuellement. Et vous voyez que chacun de ces, si vous arrivez à lire, hein, chacun de ces certificats, en fait, enfin, de certificats Racine, hein, en haut, eh bien, est caractérisé par des éléments qui sont CN. Vous voyez, ce sont des éléments donc c'est une description LDAP. On utilise toujours la typologie donc des mnémoniques, donc LDAP. Le sommet dans la chaîne de validation, qui en général sont des certificats qui sont auto-signés. Et donc, dans chacun des browsers que vous avez dans votre machine, eh bien, vous avez une liste des certificats Racine autorisés. Et c'est là où il y a quand même des questions à se poser. Parce que qui décide de ces certificats Racine? Il faut donc décider par le fournisseur de l'application, par l'éditeur du browser. Mais je ne peux pas faire n'importe quoi. Si j'ai un certificat qui m'est attribué sur mon serveur, par tel certificateur, lui-même en remontant, eh bien, je vais revenir. Je ne peux pas faire n'importe quoi avec ça. Il y a quand même un certain nombre de contraintes qui viennent de cet aspect. Hein. Le certificat Racine, qui est le point le plus élevé, est délicat, d'autant plus que la grande nouveauté qui va se passer dans les années à venir maintenant, ça tient au fait que, bien sûr, vous avez vos certificats Racine et l'arborescence donc dans votre navigateur, mais demain, vous allez mettre vous-même toute la chaîne d'arborescence, la chaîne de certification dans vos applications.
Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est encore un peu, on va dire, séparé dans le très court terme. On va le mettre dans nos applications. Et c'est donc, je le dirai un peu plus loin, il va donc falloir que les développeurs s'habituent aux API qui permettent donc de faire ça. Alors, les procédures d'insertion de ces fameux certificats racines qui pilotent tout, vous vous rendez compte le pouvoir qu'elles ont, hein. Donc je vous dis, elles sont essentielles et on peut se poser des questions sur les procédures d'attribution. Comment devient-on aujourd'hui certificateur CA, donc, vous voyez, donc, autorisation donc, à attribuer donc, un certificat racine? Comment ça se fait? Ce que je constate, c'est que la plupart des certificats racines sont américains, pas tous, mais c'est quand même quelque chose qui reste quand même dans l'obédience américaine. Alors, vous voyez, ici, je vais donner un exemple alors, que j'ai caché un peu, hein, bien évidemment. Vous êtes chez nous, ici, chez Le Marçon, donc marçon.com. Nous avons, on a des certificats Let's Encrypt, et donc vous l'avez ici, et vous pouvez le trouver. Vous voyez, il suffit de cliquer sur notre site à nous, sur le petit cadenas qui est là, et le cadenas va vous donner. Vous avez beaucoup d'informations qui existent et qui vous sont fournies en utilisant donc la terminologie, la phraséologie de LDAP. Alors, que deviennent nos certificats? L'une des questions que je pose aujourd'hui, c'est que, et ce qui amène donc finalement à Let's Encrypt, c'est que je pense que d'abord, il s'est passé beaucoup de choses qui n'étaient pas tout à fait correctes. Il y a eu une espèce d'Eldorado commercial des vendeurs de certificats qui était absolument inadmissible. À un moment donné, il y avait un quasi-monopole de VeriSign et de CERT qui était quand même embêtant parce qu'ils faisaient ce qu'ils voulaient, en particulier dans les prix avec lesquels on pouvait pratiquer. Bon, évidemment, ça c'est un peu terminé, mais bon, il y a quand même un marché qui existe. Alors, certains estiment ce marché en 2024, donc dans 4 ans, à un peu moins de 4 milliards de dollars. Alors, ma question est la suivante. J'ai pris un certificat chez VeriSign, mais demain, c'est ce qui s'est passé, VeriSign a été racheté par Symantec, c'était en 2010. Symantec, ce n'est pas une entreprise philanthropique, ou alors il y a quelque chose qui m'a échappé. Et Symantec lui-même a été racheté par DigiCert Sectico, qui auparavant s'appelait Comodo, donc c'est l'un des grands acteurs qu'il y a dans ce monde. Troisième fournisseur de certificats donc SSL avec 17,7% du marché, le premier étant donc Let's Encrypt aujourd'hui. Ça ne va pas. Ça va. Qu'est-ce que ça devient? Les informations qui sont là-dedans, les demandes que j'ai faites, qu'est-ce qui va se passer? Non, je ne dis pas qu'il y a forcément un problème grave, mais je dis qu'on peut au moins se poser la question. Les vrais problèmes, donc il y a près de 200 organismes de certification qui proposent donc certificats racines, donc avec des poids lourds hein, qui font la pluie et le beau temps. Les prix, pardonnez-moi, mais ils sont trop élevés, et en particulier pour les petites entreprises. Une banque, évidemment, peut se payer un certificat à 3 000 € ou 3 000 $. Mais une petite PME qui a un petit site internet de présentation de son activité et que l'on oblige à accéder avec TLS, ça peut lui sembler cher, d'autant plus que c'est tous les ans. Prix trop élevé. C'est un monopole américain. Alors encore une fois, on va dire, je suis anti-américain, pas du tout. Je suis pour l'universalité donc des choses et je prétends qu'Internet n'appartient pas donc aux Américains. Il a été inventé par des Américains, mais aussi par des Européens et des Asiatiques. Je ne vois pas pourquoi, des Canadiens aussi, hein, je ne vois pas pourquoi donc ce sera un monopole américain. Bon, alors, vous voyez, quand vous vous connectez à un site Internet qui est certifié de cette manière-là, vous ne savez pas, a priori, comment est structurée la chaîne des certificats avant d'aboutir au certificat racine. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Et qui contrôle les certificats racines? Comment se sont faites ces opérations? Comment votre certificat racine l'est devenu? Par la grâce de qui? Une négociation de gré à gré, etc. Et comment donc se fait la désignation de ces certificats? Alors vous pouvez aller hein, sur votre site Internet, dans votre browser, vous allez dans votre browser, vous regardez dans la partie sécurité, en général c'est dans les options, en tout cas c'est comme ça dans Firefox, dans les options, et puis vous dites listez-moi les certificats racines. Et donc vous voyez la liste des certificats racines, et pour chacun d'eux, vous avez donc les certificats qui sont utilisés. Bien. Alors je vous ai mis ici sur la droite, vous allez me dire, mais que vient faire la référence à un dénommé Creature Davis?
simplement parce que c'était l'un des personnages les plus connus de la ruée vers l'or, propriétaire d'une mine d'or extraordinaire et dont on a beaucoup parlé à une certaine époque. Et au fond, les certificats, c'était un peu ça. C'était gagner beaucoup d'argent sans trop se casser la tête. Alors, les fournisseurs vont encore m'en vouloir, mais je pense que je dis la vérité. Alors, les architectures à clé publique, on va aller vite parce que maintenant je vais insister sur la partie donc Let's Encrypt. Rappelez-vous que je faisais une distinction entre l'attribution des certificats et l'usage du certificat. L'attribution des certificats se fait par ce qu'on appelle une architecture donc à clé publique. Et vous pouvez très bien l'installer vous-même. Vous avez des logiciels tels que ceux, quelques Baltimore par exemple, qui fait ça très bien et qui vous permet donc d'attribuer des certificats. Vous l'avez ici sur ce schéma. Vous avez donc un client qui va demander un certificat, donc il va s'adresser à une autorité d'enregistrement. Celle-ci va donc générer un couple de clés, toujours pareil, une clé publique et une clé privée. La clé privée va être envoyée au client qui va la garder donc précieusement. L'autorité d'enregistrement va demander la fabrication d'un certificat à une autorité de certification. Donc il va faire son travail et puis il va renvoyer ensuite le certificat signé dans la procédure que je vous indiquais tout à l'heure, donc au client. Il y a également donc ce qu'on appelle une autorité de révocation, parce que pour des raisons nombreuses, un certificat, et là je ne parle pas nécessairement des dates, peut être révoqué. C'est ce qui s'est passé récemment avec Let's Encrypt, puisqu'ils ont dû révoquer 3 millions donc de certificats qui étaient dangereux. Voilà. Et donc vous avez ça dans une liste de révocation. Une PKI, c'est ça, c'est une architecture à clé publique avec un dialogue entre 4 entités. Ce n'est pas simple à mettre en œuvre. Les grandes structures peuvent le faire, ou alors on achète des certificats auprès de prestataires. Ça, c'est une architecture à clé publique. Alors, je voulais vous montrer ici comment on fait maintenant pour contrôler l'identité par un certificat. Au fond, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ici, je montre Steve qui se connecte donc à un serveur dans lequel il y a un certificat de type X509. Et ben, il va le chercher, il le ramène, il le met de côté, il prend la signature, il la déchiffre avec la clé publique du certificateur qu'il va trouver donc dans le certificat. Ensuite, il le recalcule, c'est ce qui est montré ici. S'il recalcule donc la signature, il vérifie que les deux sont identiques. Si c'est le cas, il n'y a pas de problème. C'est exactement ce que je disais il y a un instant, mais ceci a l'avantage donc d'illustrer donc mon propos. Alors, il y a eu, et donc là encore, c'est quand même un peu embêtant, il y a eu des vols de certificats. Et chez des gens qui n'étaient pourtant pas des petits joueurs, comme on dit à Montréal. C'est-à-dire des gens comme VeriSign, à qui on a volé des certificats. Alors, le schéma que je montre sur cette présentation ici, c'est que ces certificats étaient tout à fait valides. Donc, on peut être utilisé par des criminels pour se faire passer pour vous. Et c'est ce qui s'est passé. Par exemple, pour mettre dans des bibliothèques Android des malwares ou des faux antivirus. Et donc, le contrôle qui était fait, c'est ça qui est montré sur ce schéma, quand vous aurez le temps, vous regarderez tranquillement comment ça marche. Le contrôle n'est pas suffisant pour aller jusqu'à la racine, pour aller vérifier que celui qui va publier donc mon malware, on ne sait pas, mon logiciel n'est pas autorisé à le faire. Et donc, on est un peu pris dans la nasse. Et donc, il y a eu des vols de certificats. Alors, non seulement, écoutez, mettez-vous à ma place, non seulement je paye 4 000 $ pour avoir un certificat, un peu moins, disons, mais en plus, on me le vole. Et je me fais avoir parce que je me retrouve à valider donc des malwares, ce qu'on pourrait éventuellement me reprocher. C'est embêtant, et c'est en tout cas quelque chose qui, je ne dis pas qui est extrêmement répandu, mais qui est quand même très gênant, et je ne suis pas protégé malgré les sommes que je peux donc payer. Alors, le cas des certificats SSL-TLS, d'abord, il faut bien voir, puisqu'on est maintenant dans Let's Encrypt, il faut bien voir comment marche une procédure TLS. Alors, je pense que ce n'est pas idiot, si vous voulez, une fois de temps en temps, de remettre un petit peu les pendules à l'heure et de regarder comment ça marche. Je vous ai mis sur ce schéma
la cinématique entre un client qui se connecte, donc dans une procédure donc, de type HTTPS qui donc va être obligatoire. Je vous rappelle que mon serveur, il a donc un certificat, bien sûr, et donc il a également une clé privée et une clé publique. Ça marche comme ça. Le client demande une page, ma page, la page d'accueil, mais il faut envoyer cette page d'accueil en mode HTTPS, donc sécurisé. Le serveur retourne sa clé publique et son certificat au demandeur. Le navigateur du demandeur vérifie si une autorité de certification a bien émis le certificat qu'il a reçu. Très bien. Si c'est vrai, il va utiliser donc la clé publique du serveur pour chiffrer une clé symétrique nouvelle, aléatoire, qui ne durera que le temps de la session. Et ça ressemble d'ailleurs à ce qu'on appelle en chiffrement, en cryptographie, donc un chiffrement mixte. On utilise à la fois du chiffrement asymétrique et du chiffrement symétrique. Donc là, le navigateur va utiliser la clé publique du serveur pour fabriquer et chiffrer une clé aléatoire, qu'il va donc envoyer en plus d'une URL et d'autres données chiffrées. Bien. Le serveur va déchiffrer avec la clé symétrique qu'il a reçue aléatoire, il va donc déchiffrer la clé symétrique, puisqu'il est le seul à posséder la clé privée qui correspond. Je vous rappelle, le client a demandé la clé publique, il fabrique une clé aléatoire, il la chiffre avec cette clé publique, et seul le serveur est en mesure de pouvoir la déchiffrer, puisqu'il est le seul à posséder donc la clé privée qui va avec. Bien. Ensuite, bien, le serveur déchiffre la clé symétrique avec sa clé privée, très bien, et ensuite, bien, il envoie donc les données avec cette clé symétrique, hein, il va donc envoyer les données au client. C'est un balai qui fonctionne très bien, en plus qui est très rapide, il y a toutes les API pour mettre ça en œuvre. Je pense qu'une fois de temps en temps, ça valait la peine de voir un petit peu comment tout ça fonctionne. Voilà un peu la technologie SSL-TLS. Alors, je crois que ce qui m'amène donc à Let's Encrypt, hein, c'est que je crois qu'on marche sur la tête. On va dire les justifications de l'initiative de Let's Encrypt sont ici. L'identité, encore une fois, comme un passeport, c'est une responsabilité régalienne. Je ne crois pas qu'elle puisse être prise en charge au sommet par une entreprise privée. Ce n'est pas possible. Il faut que ce soit une entreprise indépendante, ce qui est le cas d'ailleurs de Let's Encrypt, puisque c'est une autorité donc américaine, encore une fois, mais qui n'est pas une entreprise privée à but lucratif. Hein, c'est pas comme ça. On est obligé de faire confiance d'une manière aveugle. Faire confiance, c'est-à-dire que la chaîne des organismes de confiance intermédiaires, on l'a dit, peut être pléthorique, et sans savoir, on fait confiance à des organismes dont on ne soupçonne pas l'existence. Et des criminels un petit peu ingénieux pourraient peut-être s'insérer dans cette chaîne. Ça s'est déjà fait. Internet, on l'a dit, c'est un gruyère hein, sécuritaire. Hein. Alors plutôt que de durcir les protocoles, on doit implémenter des couches d'authentification qui normalement ne sont pas de notre ressort. Normalement, ça devrait être beaucoup plus simple que ça. Les usurpations sont extrêmement fréquentes, hein, malgré toutes les précautions que l'on peut prendre. Et donc, on peut imaginer une chaîne avec une racine indépendante des intérêts commerciaux, sous responsabilité d'un service de l'État, comme c'est le cas, donc encore une fois, de Let's Encrypt, en toute transparence, et voyez, donc, et avoir des intermédiaires sous contrôle dans la chaîne. Mais il faut qu'en haut, là, il n'y ait pas de problème. Il ne faut pas qu'il puisse y avoir de doute sur le niveau le plus élevé. Et puis moi, je pense qu'on marche sur la tête parce que les prix qui ont été pratiqués, je l'ai dit plusieurs fois, ne se justifient pas. Le service réel n'est pas au niveau de certaines factures. C'est pour ça que je comparais avec l'hébergement à une certaine époque. Vous voyez, donc, en plus, c'est une très grande dépendance aux structures américaines, donc c'est une fois très gênant, mais malheureusement, je crois qu'on ne peut pas s'y opposer. Ce n'est pas, encore une fois, de l'anti-américanisme primaire, mais la recherche de l'indépendance et de l'efficacité nécessite quand même d'être quand même relativement indépendant. Alors, Let's Encrypt arrive. Alors, c'est vrai que c'est intéressant, et à mon avis, ça peut être la fin, non pas de la gratuité, comme je l'ai dit peut-être un peu vite, mais plutôt, on va dire, d'une période, d'une époque. C'est la fin d'une époque.
Alors, c'est une organisation américaine qui s'appelle ISRG, donc est une organisation à but non lucratif qui a été créée donc en 2014 pour résoudre donc ces problèmes-là avec un certain nombre de partenaires, parmi lesquels il y avait EFF, il y avait Mozilla, il y avait Akamai, il y avait Cisco, etc. Et puis pas mal d'autres organismes. Ce sont des certificats donc, de type DV, de bas de gamme, donc on va dire sans que ce soit péjoratif évidemment, parce que nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de chiffrer donc, les communications. On est sur le mode TLS, hein, donc c'est le chiffrement essentiellement, valable 3 mois et qu'il faut donc renouveler systématiquement. C'est fondé, c'est très important de le savoir, sur un protocole qui s'appelle ACME, sur lequel je vais insister dans quelques instants. Un protocole ACME qui, lui, c'est un protocole qui permet de demander un certificat à l'organisation Let's Encrypt. C'est ce protocole-là. Et vous allez voir, il reviendra par la suite, j'en parlerai. Et il est passé d'ailleurs au début 2018 en version 2, c'est important. En 2016, après, vous voyez, 2 ans après, le projet avait gagné en maturité. Il était passé, c'était l'un des premiers, à passer sur IPv6, donc une adresse IP sur 128 unités, non pas 32, avec la mise en place d'un certificat RACI reconnu, ça a été le premier, par Firefox. Et surtout, la capacité de générer des certificats génériques, ce qu'on appellerait ailleurs des wildcards, c'est-à-dire la possibilité, en une seule opération, avec un seul certificat, de générer non seulement l'entité mère, mais également tous les sous-domaines. Par exemple, lemarçon.com, eh bien, vidéo.lemarçon.com ou réseau.lemarçon.com. Et on le fait en une seule fois. Ça, c'était intéressant. En juin 2017, 100 millions de certificats avaient été livrés. 100 millions. En juin 2020, plus de 2 millions de certificats par jour. C'est pas un succès, c'est un triomphe. Et Let's Encrypt a passé la barre maintenant des 50% de domaines gérés. Exactement 51,21% en avril donc, 2018, très loin devant Cocomo, qui lui n'a que 14,82% de part de marché. En fait, Let's Encrypt aujourd'hui a livré plus d'1 milliard de certificats, c'était en février 2020, c'est le chiffre le plus récent que j'ai. Alors vous me direz, mais 1 milliard, mais tous ne sont pas actifs. En fait, il y en a à peu près que 100 millions qui sont véritablement actifs. On pourrait expliquer donc pourquoi. Alors, le problème, c'est qu'en juin 2017, Let's Encrypt servait donc 46 millions donc, de serveurs web avec 11 employés et 2,61 millions donc, de budget. En juin 2020, il servait 192 millions donc, de sites web. Vous voyez bien, avec, c'est pas le nombre, le milliard, vous voyez, les sites web, avec 13 employés. Aujourd'hui, il y a 13 employés et 3,35 millions de dollars de budget. L'inconvénient, si vous voulez, que TLS et SSL restent quand même un moyen, on va dire, relativement privilégié de pénétrer donc, les sessions. Et donc, Let's Encrypt, de cette manière, en se situant donc à un niveau quand même relativement bas, et à favoriser donc les piratages. Ils sont donc de type DV qui ne donnent donc aucune garantie quant aux propriétaires donc des sites, alors qu'aujourd'hui, 83% des sites sont de type DV. Sont de type OV ou EV, excusez-moi. Donc, c'est ce que dit en tout cas Alexa dans la liste donc, top 100 d'Alexa. Donc, ça se situe à un certain niveau, mais on ne peut pas lui faire n'importe quoi. Est-ce qu'on peut faire confiance pour 50% des sites sécurisés de la planète à une structure donc, de 13 personnes? Je rappelle simplement le syndrome de Docker. J'avais ici même donc, évoqué le problème de Docker, donc les containers, et j'avais dit que c'était dangereux avec une structure de 250 personnes de tout miser sur la technologie Docker. Mais là, c'était 250 personnes et ils ont été rachetés. Ils ont été rachetés et aujourd'hui, c'est quand même un peu gênant. Et on peut se poser la même question, en tout cas pour Let's Encrypt, non pas d'être racheté, puisque c'est une structure qui dépend d'un organisme donc, fédéral américain. Mais ça peut très bien, l'activité peut cesser. Imaginez qu'ils attrapent tous le coronavirus. Je ne leur souhaite pas évidemment, mais pourquoi pas? On se retrouve devant on va dire une coquille qui va être vide, ça pourrait être un cauchemar.
Alors, je vous ai mis ici, parce que ça me paraissait essentiel, la mécanique qui permet dans Let's Encrypt, donc le protocole ACME, protocole de communication pour automatiser donc les échanges entre les autorités de certification et les propriétaires de serveurs web pour permettre donc le déploiement automatisé d'une infrastructure Let's Encrypt à très bas. Alors c'est basé, c'est un mécanisme, je demande un certificat, ok, je vais te l'envoyer, j'ai besoin d'informations. Ce sont des échanges qui se font avec le protocole JSON, qui sont des protocoles JavaScript, donc qui est très utilisé maintenant. Alors il y a l'autorité de certification donc, qui va vous attribuer, donc c'est en l'occurrence Let's Encrypt, qui va vous attribuer donc le certificat, et il y a deux parties là-dedans. Il y a une partie serveur, un logiciel qui s'appelle Boulder, qui a été écrit en Go, qui implémente donc, excusez-moi, qui implémente donc la partie serveur du protocole ACME, et puis vous avez également la partie servbot, c'est-à-dire la partie cliente, qui elle a été écrite en Python et également sous licence Apache. Alors, c'est cette mécanique qui est expliquée dans le schéma que vous avez ici. Alors, je ne vais pas la regarder en détail, ce n'est pas la peine. Mais vous voyez, il y a une demande du client qui envoie une clé publique. Le client envoie une demande de certificat et il donne une liste d'identifieurs de sous-domaines. On a dit que c'était maintenant, on a de la possibilité d'avoir des certificats génériques, donc à inclure dans la demande. Et le retour pour chaque identifiant, comme c'est montré donc ici, dans l'ordre, l'autorité de certification va envoyer ce qu'on appelle un token et une liste de challenge. C'est intéressant de le savoir parce que, en fait le client demandeur va devoir résoudre un challenge. Et le bug qu'il y a eu récemment, donc, qui a nécessité donc, de supprimer donc 3 millions donc, de certificats émis par Let's Encrypt, est basé là-dessus. En fait, il envoie donc un challenge, le client va résoudre ce challenge qui va correspondre donc, au nom de domaine. Et s'il l'a bien résolu, eh bien, le serveur va lui envoyer le certificat demandé. Regardez bien comment ça fonctionne, c'est relativement simple. Alors, simplement, il y a des options ici que vous pouvez ajouter, des options par exemple de type OCSP, qui est une espèce de portefeuille de certificats valides que vous pouvez faire contrôler. Vous pouvez l'inclure également, l'inclure la possibilité d'agrafer ce contrôle OCSP dans votre certificat. Alors, il y a eu donc récemment, très embêtant, il y a eu récemment donc 3 millions de certificats. Bien sûr, ils étaient gratuits. Bon, on va peut-être pas parler avec ça, mais 3 millions de certificats révoqués. Et donc, il y avait une faiblesse dans la partie Boulder, donc la partie serveur du montage, de demande de certificat du protocole ACM. Ça concernait plutôt le contrôle de ce qu'on appelle les CAA, c'est-à-dire une norme qui permet aux propriétaires de domaine d'empêcher les autorités de certification d'émettre des certificats TLS pour eux. En fait, ça ne marchait pas parce que dans la demande le bug de Boulder, en fait, ne faisait pas correctement donc, les vérifications de la CVA, de la CRA. Pourquoi? Parce que si c'était une demande générique, il y avait donc un domaine principal et puis il y avait N, on va dire, domaine, sous-domaine, que l'on allait donc, on doit vérifier un par un. Le problème, c'est que la faille, c'était que Boulder choisissait l'un de ces domaines qu'il contrôlait N fois. Il ne contrôlait pas les N sous-domaines, il contrôlait le même domaine N fois. Alors, si dans les sous-domaines, il y avait donc des problèmes, des intrus, évidemment, c'était une catastrophe. Et donc, l'explication, en tout cas officielle, a été donnée, c'est celle-là. On va leur faire confiance, a priori, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas. Il y a une correction très rapide qui a été apportée, mais 3 millions de certificats ont été donc supprimés sur les 116 millions de certificats actifs, donc 2,6% qui ont été révoqués. Et leurs propriétaires, qui n'ont pas toujours été faciles d'ailleurs à trouver, ont été informés grâce au fameux numéro de série. Et vous le voyez ici à droite, sur cet écran, vous voyez la page qui avait été envoyée. Donc, vous mettez votre nom de domaine à vous et vous vérifiez si vous étiez dans la liste des numéros de série qui étaient concernés. Bon, alors, tout le monde n'a pas effectué donc effectivement la vérification, c'est vrai. Alors, on peut dire que la gratuité n'excuse pas tout, mais quand même, c'est embêtant.
C'est embêtant parce qu'il a fallu recommencer, donc réinstaller tout ça. Et plein de gens encore aujourd'hui ne savent pas qu'ils ont un certificat qui a été révoqué. Alors, c'est très embêtant pour les gens qui se connectent chez eux. Ça peut être des sites qui ne sont pas utilisés maintenant. Ce n'est pas très grave. Alors, qu'est-ce qui nous attend maintenant? Je vais terminer, donc si vous voulez, il me reste 2 minutes, terminer avec ceci. Ce qui nous attend, c'est que, d'abord, je crois que du fait de l'action de Let's Encrypt, les certificats seront gratuits ou sinon à des coûts raisonnables. Ça me paraît assez évident. On ne reviendra plus à cette situation, on va dire, un peu anormale, donc de coûts de certificats trop élevés. On ne confondra pas le certificat lui-même avec les services qui lui sont associés. Attention, qui eux seront facturables. Et au contraire, on veut avoir un service, on est capable de payer pour quelque chose, à condition de ne pas être devant ensuite des problèmes, comme ça a été le cas avec le bug des 3 millions de certificats. Il y a une liste d'exceptions qui a été donc publiée par Let's Encrypt qui dit voilà, c'est vrai, le ACME, le protocole, ne marche pas très bien dans tel cas et tel cas. Cette liste on va dire, de cas anormaux va être retirée en ce moment. Elle est retirée donc en ce moment. Le protocole HTTPS, il sera de toute façon activé par défaut sur la totalité des connexions. Et de toute façon, on n'a pas le choix. Donc, la solution Let's Encrypt va être extrêmement utilisée. Le protocole ACME, qui est le protocole de Let's Encrypt, et donc lui, il va être adopté par d'autres prestataires, et ça commence à être le cas. Donc, c'est un protocole qui va devenir générique, qui d'ailleurs a fait l'objet d'une norme aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qui s'installe dans le paysage. En plus, plusieurs alternatives qui vont nous rassurer à Let's Encrypt, donc fondées sur le même domaine, sur le même modèle et sur ACME, vont voir le jour et qui vont pouvoir servir de backup à Let's Encrypt pour le cas où vous attraperez tous le coronavirus. Par ailleurs, je crois que Let's Encrypt va prendre un peu d'embonpoint. Il va se rapprocher d'autres organisations, il va s'ouvrir à d'autres contextes que Linux, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même encore le cas, ça commence à venir, hein, mais c'est quand même relativement, on va dire, c'est timide encore. Et puis les certificats, surtout, vont devenir absolument transparents. Si vous voulez, moi, à la limite, je ne vois pas trop pourquoi on doit s'en préoccuper. Ça doit être très simple. Il faut que ça soit simple. Mais si ça ne l'est pas, c'est quelque chose qui ne colle pas quelque part. Et je crois que ce qu'aura donc fait le Let's Encrypt fera qu'on ne reviendra plus jamais en arrière. Bien. Comme d'habitude, je vous ai mis ici à la fin donc les prochains rendez-vous que nous avons, hein, vous pourrez les regarder. Je vous rappelle que cette présentation sera accessible demain sur notre site internet, hein, et donc je pourrai vous retrouver donc mardi prochain, donc le 30 juin. On va parler cette fois-ci des technologies donc nouvelles de programmation, donc objet. Alors voilà, donc nous avons parlé donc de beaucoup de choses, c'est vrai. Hein. Moi, j'ai essayé simplement d'attirer votre attention sur un point, qui est celui d'une rupture. C'est une rupture qui est forte. Let's Encrypt a changé la donne. Le monde des certificats ne sera plus jamais comme avant. Et quand on racontera à nos petits-enfants qu'en 2018-2019, on achetait des certificats 4 000 $, ils vont vous regarder en vous disant mais tu es un martien, toi. C'est pas possible. C'est pas possible, ça. 4 000 $, ça coûte $1 maintenant. Merci pour votre attention. À très bientôt.